Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 10 juin 2023, malgré ce qui est en train de se passer, et que vous comprenez un petit peu ce qui est en train de se faire. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, je suis là pour ça, on va en discuter ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi on se lève dans le rouge, pourquoi maintenant, pourquoi le samedi à 6h du matin, il y a eu un dump. Je vous explique tout, ça commence tout de suite. Alors c'est très rare déjà de base que je commence avec cette vision de bubble, parce que j'aime pas forcément, mais là je trouve que ça a un impact très fort, et il va falloir comprendre pourquoi, et pourquoi je commence là-dessus. Alors déjà, on va commencer par l'état des faits. Samedi 6h du matin, entre 5h et 6h du matin, on a une chute drastique de l'ensemble des cryptos, principalement des altcoins, avec du Solana qui a pris moins 20%, nous avons du CHZ qui a pris moins 22%, on a du Epcoin, du Phantom, du Sand, on a les gros, on a Matic moins 25%, qui a eu très très mal, Adam moins 23%, on a quand même des très très gros qui ont pris vraiment une grosse claque, et on va se poser la question de pourquoi. Alors, déjà, première chose, on ira voir après la partie technique, mais première chose, est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé au niveau de la SEC? La réponse est oui. Très clairement, oui, ça a un rapport avec la SEC. Je vais vous expliquer pourquoi. Là-dessus, déjà, pourquoi ça touche l'ensemble des cryptos? Alors exactement, c'est pas l'ensemble des cryptos, c'est l'ensemble des altcoins qui sont supposément des securities. On va pas se cacher qu'à partir du moment où on considère que quelque chose comme Atom, qui est quand même une des blockchains les plus décentralisées en termes de fonctionnement, est une securities, à ce moment-là, toutes les autres blockchains qui sont autour ont une grosse probabilité d'être une securities. Donc à ce moment-là, la probabilité que par la suite les autres cryptos soient dans la même vanne et qu'on retrouve les mêmes problématiques de confrontation avec la SEC sont très très fortes. Donc forcément, à côté, on va avoir une cassure baissière sur tous les altcoins qui ne sont pas du coup Ethereum, qui ne sont pas BTC. Je parlerai un petit peu d'Ethereum tout à l'heure, mais pour l'instant on va vraiment séparer, on va dire, le roi et la reine et le reste. D'accord? Le reste étant ce que je vois et ce que nous voyons ici devant nous. Alors, il faut comprendre plusieurs choses. Pourquoi déjà le moment? Parce que, déjà, c'est la fermeture des marchés en Californie. D'accord? Donc c'est la dernière partie dans laquelle on a eu une clôture dans laquelle on a eu un dump massif d'un ensemble de cryptos, pour plusieurs raisons. C'est que, déjà, il faut comprendre que le cadre législatif qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que toutes les autres sociétés qui sont autour de Binance ou autour de Coinbase ou toute autre société qui sont dans le même écosystème dessus et qui possèdent ces cryptos-là sont potentiellement attaquables par la SEC. Donc, à côté, il y a une obligation de devoir alléger une partie de leur bague, de pouvoir limiter en fait les impacts structurels qu'ils peuvent avoir. Donc forcément, s'ils possèdent des actifs dans le but de pouvoir faire trader les personnes, parce que c'est le principe d'un exchange, c'est-à-dire que quand par exemple Binance vous propose la possibilité d'acheter et de vendre du Matic, ça sous-entend qu'il possède du Matic, qu'il possède des USDT, il fait la paire et en vous disant allez-y, tradez dessus. Mais donc pour ça il faut en posséder. À un moment donné, il faut qu'ils allègent leur bague. Donc c'est logique d'avoir ici un dump qui va se faire. J'avoue que j'étais quand même relativement surpris, pour ma part, que ce dump soit fait maintenant. J'attendais à ce qu'ils arrivent peut-être plus tard, potentiellement dans 15 jours, 3 semaines, qu'on allait avoir un petit peu plus de visibilité. Là, il est arrivé très tôt, très fort, avec derrière un dump qui a été plus large que prévu, parce que ce n'est pas que l'ensemble des cryptos qui ont été notés par la SEC, mais l'ensemble des altcoins qui peuvent être susceptiblement impacté par la SEC. Donc on est dans quelque chose qui est relativement large, et derrière, on a aussi un effet qui s'est mis en place, c'est-à-dire que, par exemple, quand on dump, qu'on a une cassure baissière d'un certain nombre de cryptos, qui sont parfois utilisés dans la finance décentralisée, qui sont utilisés en collatéral, ça sous-entend que derrière, on peut avoir des impacts qui peuvent être relativement forts, dans lesquels on peut avoir des clusters de liquidation très forts dans une crypto, et qui va entraîner dans la crypto suivante, qui était mise en collatéral par rapport à l'actif sous-jacent. Donc on se retrouve des fois sur des choses où on va avoir par exemple une crypto qui va s'enfoncer, et cette crypto étant donné qu'elle a été utilisée dans la finance décentralisée, va entraîner peut-être 2-3 autres cryptos, qui elles-mêmes vont entraîner 2-3 autres cryptos, et on se retrouve ici sur un gros, en moyenne, moins 19% sur l'ensemble des altcoins. Donc on est sur quelque chose qui a pris vraiment une grosse claque. On va aller regarder déjà plusieurs choses. Est-ce que le BTC est impacté? Clairement, le BTC, hop, n'est pas impacté. On voit que oui, on a eu une bougie, mais on a eu moins 3%. C'est quelque chose qui
somme toute, est assez raisonnable. On n'a pas cassé le plus bas ici. Quand on regarde en 1 heure, on voit bien que on a eu certes la grosse bougie qui s'est mise en place ici, tac, à 6h du matin, donc bien sur la clôture, un gros dump qui s'est mis en place. On a la suite avec le cluster de liquidation qui s'est effectué. On est allé rechercher les zones ici basses, très basses, hein, j'avoue. Je pensais pas aller les retester aussi facilement. Je pensais plus aller chercher les 25 800. Là, on est à 25 600, mais on est dans quelque chose qui n'a pas cassé les plus bas. Bon, est-ce que ça veut dire que on va continuer notre descente? J'ai tendance à vous dire que là, la contagion, elle n'est pas forcément terminée, on va avoir une période de respiration, oui, mais surtout, on va avoir une peur généralisée. Là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée, la quotidienne que j'ai effectuée hier, je vous la mets en haut à droite, sur la partie psychologique. Je vais juste revenir dessus. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous ressentez. J'ai eu beaucoup de DM, beaucoup d'envois de messages qui ont été effectués sur Twitter en disant qu'est-ce qui se passe, enfin, est-ce que c'est grave ou pas, ou même directement des commentaires sur des vidéos déjà plus anciennes dans lesquelles voilà, il y a une forme d'inquiétude. Déjà, il faut comprendre que on va repasser sur certains altcoins, vous allez voir, on est dans les zones de rechargement long terme. Donc c'est des zones que j'avais déjà données à l'époque en disant attention, on peut aller rechercher, est-ce qu'on a un order block structurel qui se trouve ici. Ok. Néanmoins, ressentez bien ce que vous avez actuellement. Et maintenant, dites-vous, est-ce que le fondamental a changé? Est-ce que derrière, quelque chose a changé à Phantom? Est-ce que quelque chose a changé à Polygon? Est-ce que quelque chose a changé à Aptos? Est-ce que quelque chose a changé à Optimism? La réponse est non. Là, actuellement, c'est du réglementaire qui est en train d'arriver sur des investissements structurels qui sont aux USA, donc derrière il y a une partie de liquidité qui se trouve aux USA, donc forcément étant donné que ça devient plus ou moins toxique de le toucher, on va avoir pour l'instant un contrôle du risque par ces entités, donc on va avoir derrière une mitigation à travers une vente qui s'effectue certainement à perte, ou en tout cas partiellement à perte pour eux, mais ça n'empêche que c'est toujours moins grave de vendre maintenant que d'avoir un procès à la SEC qui risque d'être compliqué, donc là ils sont en train d'essayer de se dire ok bon on va montrer patte blanche, montrer la notion de compliance, et donc forcément on a ce mouvement-là. Pourquoi je vous dis que potentiellement ça peut arriver par la suite? Parce que comprenez bien ce que vous avez ressenti là. Il y en a beaucoup qui ont market, clairement, qui ont vendu au marché, qui ont directement vendu leurs assets en disant bon, c'est en train de finir, ça va se casser. Bon, le problème c'est que ça s'est pas cassé. Oui. Alors par contre, quand on regarde ici Total Market Cap global, on a quand même une belle bougie qui est pas forcément extraordinaire. On va pas se le cacher. On est allé retester ici le niveau que je vous ai donné au moment donné. Bon, on est allé rechercher le 0,5, hein, juste pile poil le 0,5. Là-dessus, je rappelle que c'est la totalité du market cap, hein, donc ça veut dire BTC, Ethereum et l'ensemble des altcoins. Donc on voit que le BTC et Ethereum tiennent même très fort. Par contre, derrière, les altcoins ont pris quand même relativement cher. Quand on regarde Total 3, ouais, là par contre, Total 3, on a pris une cassure, on a cassé ici ce lot-là, et on est allé rechercher, regardez, ici, la zone qui se trouve là de retest. On n'a pas recassé plus bas, d'accord, on n'est pas allé chercher notamment la cassure de décembre, hein, je rappelle qu'on a eu ici FTX, et ensuite sur la totalité des altcoins, on a eu une période qui était relativement compliquée avec une cassure baissière, et là, on voit que on est en train d'aller retester ce niveau-là, ce qui est plutôt positif. Mais, en même temps, je tiens à vous préciser quelque chose, et je vous rappelle, c'est une question, enfin, c'est l'explication que j'avais déjà fait quelques vidéos auparavant, où, attention, on n'a pas fait de break-off structure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période d'inversion de tendance, comme on peut l'avoir sur le Total Market Cap. Total Market Cap, on a fait notre break-off structure, on est en train de retester. D'accord? Là, ce n'est pas le cas ici. Donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps pour que les altcoins puissent se restructurer. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, beaucoup de personnes ici se sont retrouvées liquidées. Que ce soit sur différentes cryptos, on ira voir après FTX et Matic, FTM et Matix, mais on a des personnes qui se sont fait liquider, on a derrière des capitaux US qui se disent ok bah pour l'instant on va attendre un cadre législatif qui va être plus simple, clairement ça va arriver, ils peuvent pas rester en l'état aux USA, ça ne peut pas rester comme ça aux USA, donc certainement ça va se décanter dans l'année qui va venir, on va dire allez potentiellement fin 2023, septembre 2023 on commencera à avoir des informations, je pense qu'il va y avoir une pression qui va être très très forte au niveau de Gary Gensler, et ensuite on va avoir derrière de la législation qui va arriver, fin 2023, début 2024, et derrière, on va avoir un assainissement au niveau de la sphère crypto. D'autres choses, on va avoir aussi des fonds qui vont se déplacer, qui vont sortir des États-Unis pour aller, par exemple, en Europe, dans lequel on a MiCA, en tout cas une réglementation qui est claire, qui n'est pas la plus souple du monde, mais qui a le mérite d'être claire. On sait que du jour au lendemain, on peut pas nous dire « Tiens, t'as un procès, tu payes 100 millions d'amende ».
quelque chose qu'on n'a pas, donc c'est forcément beaucoup plus attrayant. Autre chose, on a aussi Hong Kong qui attire. Après, pour moi, le miracle hongkongais, j'y crois pas forcément. Voilà. Très clairement, j'y crois pas forcément. Je mets beaucoup de recul par rapport à ça. Mais pour moi, là-dessus, c'est juste, encore une fois, une notion de peur, une notion de gestion du risque qui est en train de se faire. On pourrait avoir une deuxième cassure baissière actuellement. Donc on a ravalé quand même une grosse partie, hein. Qu'on soit d'accord, sur cette cassure baissière, on a déjà ravalé, tac, 9%, on a une augmentation de 9%. Si on regarde ici, on n'est pas encore à la moitié, mais on est quasiment allé rechercher les 382. Il faudrait aller rechercher le 0,5 pour se dire que là, on est en train d'invalider une partie. Sur certains, ça a déjà été le cas. On va regarder sur certains. Mais globalement, on a quand même quelque chose qui est relativement résilient. C'est en train d'être acheté dans ces niveaux-là. Parce que, encore une fois, fondamentalement, c'est pas mauvais. Fondamentalement, il n'y a pas de changement. On ne dit pas que la blockchain a été cassée. On ne dit pas que on a trouvé une solution au cryptage d'ordre général. On est dans quelque chose ici qui est réglementaire. Et on savait, et on le sait déjà depuis un certain temps, que la SEC allait faire ces actions-là. On sait déjà depuis un certain temps que derrière, on va avoir la possibilité, enfin en tout cas d'avoir la dernière épée de Damoclès qui tombe. Bah là, exactement, l'épée de Damoclès, elle est en train de tomber. Il faut attendre que ça passe, il faut attendre que les poussières retombent, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. La dernière jambe baissière, pour moi, pourrait arriver d'un mouvement de foule, parce que là, on est très tôt, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont exposées, et qui n'ont pas accès à ces informations-là. On a aussi un certain nombre de fonds qui sont exposés, et qui n'ont pas accès à ces informations-là. Enfin, qui ont accès, mais en tout cas, qui n'ont pas encore eu la possibilité de pouvoir agir. Donc, je pense qu'on va avoir potentiellement une ouverture début de semaine prochaine qui risque d'être assez chaotique avec beaucoup de volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse, avec potentiellement une dernière jambe baissière qui pourrait se faire. Donc il faut encore une fois prendre du recul, surtout que je rappelle que la semaine prochaine on a quand même des choses qui sont assez velues, hein, dans les jours qui arrivent, avec notamment l'IPC Core mardi, donc 14h30, on va avoir les taux d'intérêt de la Fed 20h, donc là c'est vraiment en train de se set-up pour être en quelque chose de relativement velu. Bon, l'autre chose qui me fait un petit peu peur, je vous cache pas que l'autre chose qui me titille, c'est que là on a un total market, ok, mais je vous invite à regarder vraiment la vidéo d'hier, où je vous explique que globalement le Nasdaq et le SP500 sont sur des zones où ça risque d'être compliqué. Ça veut dire que la semaine prochaine, il faut qu'on ait des bonnes nouvelles pour que ça tienne, parce que sinon ça risque d'être un petit peu catastrophique, parce que si on a la macro générale US qui s'enfonce, ça veut dire qu'on aura un BTC derrière qui va aller chercher plus bas, hein. Je vous rappelle un petit peu les prévisions qu'on a, c'est que si jamais on casse la ligne de support ici 25,2, bon bah ça veut dire qu'on va chercher beaucoup plus bas, on va chercher entre 23 et 22, dans lequel on a beaucoup de liquidités qui sont en attente, donc ça veut dire que derrière si le BTC casse, ça veut dire que les autres cryptos vont casser aussi, donc il faut impérativement remonter, attendre, voir est-ce que les chiffres vont être positifs la semaine prochaine ou pas, là il va falloir surtout rester en mode couverture, ne pas se surexposer, toujours cette notion d'exposition que j'aborde à chaque fois quand je vous fais des vidéos update, notamment celle d'hier qui est celle de Matic, hein, je vous la mets en haut à droite quand même si vous voulez la regarder, mais globalement, voilà, j'explique le fait qu'on peut aller plus bas, on peut aller chercher plus bas et qu'il faut vraiment contrôler son exposition, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Si on regarde Matic ici, on voit qu'on est allé chercher pile poil la zone ici qui se trouvait voilà, qui est très importante, qui était l'order block dans lequel on avait beaucoup de liquidité, on est allé chercher jusqu'à la partie basse de cette zone-là. Et on a ravalé déjà une grosse partie, on se retrouve à 58 alors qu'on a fait une petite extension à 0,51, donc on est dans quelque chose qui relativement a pris quand même beaucoup de liquidité. Et maintenant, ma question elle est, ok, qu'est-ce qui se passerait si derrière, on avait donc ici une forme de structuration plutôt haussière, on va dire qu'on ravale une partie, voire même on ravale très fort une partie ce week-end ou demain, après-demain, et on va chercher peut-être mardi, aller jusqu'à mardi, et que derrière on a des mauvaises nouvelles au niveau de la macro, qu'on a un Nasdaq qui s'enfonce, un BTC, un ETH qui s'enfonce, derrière qu'est-ce qui va se passer sur Matic et FTM? Alors, dans le général, je vous dirais, chercher 0,4, quoi. On va chercher ici les zones de renforcement qu'on a ici. Oui, mais là, c'est compliqué de pouvoir prévoir pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle est l'étendue de la pression baissière, enfin de l'allègement de la pression baissière US par rapport au dump qui a été fait. Clairement, il y a eu un allègement des positions effectives au niveau des USA. Est-ce que du coup, cet allègement permet une décorrélation, ou en tout cas de diminuer la corrélation, entre le Nasdaq et l'ensemble des cryptos? Clairement, il n'y a pas eu d'allègement au niveau de BTC et ETH.
ça c'est sûr et certain, il n'y a pas eu d'allègement. Ou en tout cas très très peu. Est-ce que, par exemple, à ce moment-là, on aurait BTC-ETH qui s'enfoncerait, et on aurait des altcoins qui pousseraient, ou en tout cas qui resteraient stables? Est-ce que ce serait tout à fait cohérent par rapport à comment est construite la finance décentralisée? Mais à ce moment-là, est-ce que le dump que l'on a eu a déjà pas liquidé une partie de la finance décentralisée et des options de levier qui sont en place pour justement permettre d'avoir quelque chose qui va se structurer, qui va latéraliser pendant un certain temps? C'est la réflexion que je suis en train d'avoir. J'ai pas encore terminé cette réflexion, je pense que j'en parlerai certainement lundi matin, il va falloir que je regarde l'ensemble des chiffres qui ont été effectués, je vais regarder les inflows et les outflows qui ont été mis en place, notamment aux USA, pour essayer de comprendre bien. On sait qu'on a la position de Robinhood qui est assez claire là-dessus, on sait qu'on a d'autres fonds qui ont allégé. Bon, bah là, il va falloir vraiment chercher, est-ce que le volume est suffisant pour se dire que potentiellement on a une forme de décorrélation avec le marché US, dans lequel on aurait vraiment une forme de respiration qui pourrait se faire. Actuellement, la majorité des fonds étaient aux USA, est-ce que ça va être encore le cas? Je ne pense pas avec ce qui est en train de se passer, et on se retrouve vraiment dans un élément important, dans un moment important, qui est vraiment une forme de shift au niveau des structures, et du coup, la SEC, là-dessus, a engrangé quelque chose qui, je pense, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, ou en tout cas des répercussions que ça va avoir, non pas sur les cryptos, mais vraiment sur l'industrie américaine. Je pense que, du coup, ils sont en train vraiment de couper les pieds sur le tabouret dans lequel ils sont en train de faire l'équilibriste depuis un certain temps. Et je pense que la gamelle va être relativement dure, surtout pour Gary Gensler, où je pense que, clairement, il sait que sa tête, elle va sauter, et il s'est dit, bon, bah là, en l'occurrence, au point où j'en suis, autant y aller. Et le fait de voir ça, ça va être vraiment très compliqué. Là-dessus, je vais permettre de faire un petit laïus. Alors là-dessus, vous allez certainement créer dessus, mais c'est pas grave, on ira voir FTM après. Dans cette petite partie, je voudrais juste vous dire quelque chose. Je pense, très sincèrement, que Gary Gensler a raison. Je pense, très sincèrement, que à l'heure actuelle, la majorité des cryptos sont donc des valeurs mobilières, des valeurs financières, dans lesquelles on a ici un appel au gain. D'accord ? On a un appel au gain, on a un appel au financement d'ordre général. Ce ne sont pas des protocoles décentralisés tels quels. Il y en a quelques-uns dans lesquels je ne suis pas d'accord. En effet, donc Ethereum pour moi, je considère qu'on est dans une zone de décentralisation qui est relativement forte. Je considère que AAV, par exemple, on est vraiment dans une forme de décentralisation qui est suffisamment forte pour être considérée comme justement décentralisée et donc ne pas faire partie des securities. Atom, on est un aussi. Et ça s'arrête à peu près là. On a quelques autres dans lesquels on commence à se diriger vers une forme de décentralisation suffisamment forte pour se dire qu'on est dans quelque chose qui est différent. Mais clairement, quand on regarde par exemple des projets comme Avax, pourtant j'aime beaucoup Avalanche, hein, je possède des Avalanches, etc. Mais j'en ai conscience dans mon achat que potentiellement, derrière il y a une fondation, il y a une société qui est derrière, qui a utilisé de la levée de fonds à travers son token pour pouvoir financer son évolution, et que à l'heure actuelle, elle n'est pas décentralisée. Est-ce qu'elle le sera ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle marque une volonté de décentralisation. Et du coup, le concept, l'idée générale de se poser, c'est, ok, mais qu'est-ce qu'il faut pour être décentralisé ? Qu'est-ce que la notion de décentralisation ? Et comment y arriver ? Et là, c'est vraiment très important, parce que la loi qui est en train d'être proposée aux USA, enfin, qui est en train d'être travaillée, par les républicains aux USA, travaille sur cette idée de qu'est-ce que la décentralisation, et qu'est-ce qu'il faut pour être décentralisé, et est-ce qu'il faut un temps nécessaire pour la décentralisation ? Clairement, oui, il faut un temps nécessaire. Est-ce que on doit déclarer systématiquement en tant que securities dès le début, alors que forcément on sera centralisé au début, et qu'ensuite on arrivera sur la décentralisation? Si on regarde ce qui s'est passé avec AAV, bah oui, ça a commencé comme étant centralisé, pour arriver dans une forme de décentralisation qui n'est pas encore totalement parfaite, mais qui arrive en fait à une forme de décentralisation suffisamment complexe pour dire que on est dans quelque chose, un protocole qui est décentralisé. Alors, là-dessus, c'est vraiment important de faire le ratio. On le sait, je veux dire, à l'heure actuelle, on le sait qu'il a raison là-dessus, mais ça n'empêche que ce n'est pas parce qu'il a raison sur le fait que potentiellement il y a une partie où c'est des securities, qu'ils ne vont pas être décentralisés par la suite. Leur volonté, c'est de passer sur la décentralisation, ça va mettre du temps. Dire qu'il y a des scammers, dire qu'il y a... Oui, c'est comme partout, il y a des scammers partout, mais la majorité ne sont pas des scammers, la majorité veulent vraiment construire un écosystème, la majorité veulent justement apporter leur pierre à l'édifice à la transformation qu'est la blockchain, et forcément ça passera par une forme de centralisation qui, derrière, prendra du temps pour se décentraliser.
Moi, de mon côté, là-dessus, je trouve que la réaction qui est en train d'effectuer, c'est une réaction en se disant, ok, ben là, je peux taper, je dois taper maintenant, parce que je n'ai pas le choix. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, c'est quelque chose que je vous répète régulièrement. Prenez du recul, contrôlez votre exposition, et derrière, tout simplement, soyez patient. C'est vraiment les 3 clés de voûte. Si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, ça sous-entend qu'au niveau de votre exposition, vous êtes peut-être trop surexposé. Ça veut dire que vous avez du mal à accepter la baisse du marché. Mais il faut comprendre que les cryptos, c'est un marché qui est excessivement volatile. Et donc forcément, les hausses fulgurantes sont aussi des baisses fulgurantes. Il faut être capable d'accepter que son portefeuille prenne moins 20% et avoir un plan si jamais il prend moins 20%. Et ça, c'est vraiment important, et c'est un travail qui est propre à chacun, parce que chaque personne a justement ce sentiment, a une sensibilité différente à la notion du risque, à la notion de la peur, à la notion justement de la chute, et c'est très important d'avoir cette vision-là, et de pouvoir se comprendre pour pouvoir planifier, et à partir du moment où on est planifié, on ne fait pas d'erreur dans le sens où on sait qu'on est prêt, peu importe ce que le marché va être prêt, parce qu'on a déjà anticipé ce qu'on fera si jamais on baisse, si jamais on monte, si jamais on va à tel niveau. On a déjà tout qui est prêt pour pouvoir justement agir, et c'est le plus important, ne pas agir sous l'émotion, surtout n'agissez pas sur l'émotion. Alors on terminera par Fantôme, dans lequel on a eu une belle cassure dans laquelle on est allé retester pile poil les niveaux de résistance avec l'order block qui se trouvait là. Je trouve que au niveau Fantôme, le fait de le revoir clairement à 0,20, c'est vraiment une très belle opportunité. Personnellement, en tout cas, je vous dis que j'avais un certain nombre d'ordres qui sont d'ailleurs assez bas. Je vais jusqu'au retest de cette zone-là. Donc globalement jusqu'à 0,15. Pour moi, je vais même aller chercher peut-être plus bas, si jamais on fait vraiment un spring d'enfer. Mais pour moi, Fantôme, voilà, ça fait partie des actifs qui font partie, avec Matic, une partie de mon portefeuille, et dans lequel j'ai déjà en fait des ordres qui sont statués. Pareil sur Matic, j'avais un ensemble d'ordres qui sont tapissés de façon à pouvoir justement attraper des mèches comme celle-ci. Donc si jamais on refait une mèche sur Matic, si on refait une mèche sur Fantôme, bon bah, c'est pareil, je le ferai. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un contrôle de mon exposition. Parce que derrière, je connais ma gestion du risque. Je sais comment je réagis au risque. Peut-être vous n'êtes pas dans la même façon de fonctionner. Vous n'avez pas forcément les mêmes moyens, vous n'avez pas forcément la même capacité d'investissement, ni les mêmes prérogatives. Donc faites toujours très attention par rapport à ça, parce que là, je vous partage moi ce que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire par rapport à ma personnalité, par rapport à mon portefeuille, par rapport à mes croyances, par rapport à mon analyse et à mes connaissances à moi. Donc c'est un ensemble qui détermine si j'achète ou non. Mais en tout cas, pour moi, ici techniquement, on est revenu dans une zone de retest intéressante dans lequel on a eu une belle réaction au niveau du cours, on est en train de racheter. Pour moi, ce n'est pas suffisant en termes de rachat. Ici, quand je regarde la totalité du market cap, je vois que c'est relativement faible encore pour l'instant. Le marché est, je pense, sous le coup. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est relativement fort, où on a une première cassure. Quand c'est comme ça, on a toujours une période de latéralisation, avec un écrasement des volatilités, avant de repartir, soit à la hausse, soit à la baisse. D'accord? Donc là-dessus, la hausse ou la baisse, je suis incapable de vous le dire. Clairement, je pense que le coup a été relativement dur. Est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'on risque d'avoir une deuxième vague de baisse. Et pour moi, on devrait pouvoir repartir à la hausse avant de faire la deuxième phase de baisse. C'est ce que je vous expliquais, avoir quelque chose qui soit latéralise en montant comme ça, avant de pouvoir faire une deuxième baisse. Soit on reteste ici, soit on casse ici, on fait une petite accumulation là, pour repartir à la hausse avec potentiellement STB Spring, donc quelque chose qui peut être un peu agressif pour aller retester cette partie-là, et ensuite recasser, mais encore une fois, là je veux juste vous donner cette vision-là, ici on recule juste un petit peu, d'accord? Donc on retire ça pour pouvoir avoir une bonne vision, vous allez voir que on est ici quand même dans quelque chose qui ressemble grandement à une très belle accumulation. Mais, encore une fois, on n'est que sur une petite accumulation, on n'a pas fait de break of structure, il faut attendre ce qui va se passer, et quand on regarde un petit peu la dominance du BTC, bah voilà, dominance du BTC, on voit la résilience du BTC, on va juste se mettre peut-être en weekly pour bien montrer, ici pour que ce soit plus flagrant, voilà. Donc on a bien ici une cassure haussière, on est en train de retester ici, donc on a eu ici un premier signe de volonté haussière. Donc là, c'est quoi? Bah, clairement, c'est l'arc qui est en train de se mettre en place, avec justement BTC Ethereum versus justement les altcoins, Ethereum est encore
entre deux, pour l'instant, il n'est pas statué. Il est statué par certains, mais pas par la SEC. Enfin bref, globalement, la peur d'Ethereum reste toujours là, mais je pense que ça fait partie des rares actifs où ça risque d'être très très compliqué d'aller contre Ethereum, mais il serait peut-être capable. En tout cas, là, ce serait le premier pas. On va sur les altcoins et ensuite on va sur Ethereum. Je pense que Ethereum, la réaction serait beaucoup plus grosse. Hein. Par exemple, si on avait un Ethereum qui serait qualifié comme securities aux USA, clairement, on sait qu'il y a déjà beaucoup d'Ethereum qui sont aux USA, donc on risque d'avoir une cassure baissière de dump, pareil, pour contrôler le risque, qui risque d'arriver, qui risque d'être violent. Si jamais ça arrive, j'ai tendance à penser que ça n'arrivera pas. Mais pour moi, ici, on a un BTC qui arrive à tenir. Si on reste en l'état, ça sous-entend que là, on a bien fait ici notre distribution, et on serait ensuite dans une cassure baissière, donc avec derrière, justement, notre all season qui pourra arriver, avec peut-être une période de ranging qui pourra se mettre en place avant, et ensuite un all season qui pourra arriver sur septembre, décembre 2023, mais si jamais, à l'inverse, on a un Ethereum qui se fait enfoncer, là par contre, je peux vous dire qu'on va retester plus haut, on va retester quasiment les 60% au niveau du BTC, hein, 50, allez on va dire 55-60%, ici on va retester la zone de résistance ici, dans lequel on aura une dominance très très forte au niveau du BTC, avant de retrouver un cycle de liquidité classique. Et ça, ce serait vraiment pas forcément bon signe pour les altcoins, et ni pour l'ensemble des cryptos. À partir du moment où on aurait une dominance du BTC, il y aurait que les BTC maximalistes qui seraient positifs, et à ce moment-là, il y aurait beaucoup moins d'incentives à construire sur Ethereum, et à construire justement cette notion d'application décentralisée. Et là-dessus, ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup plus de mal à lever des fonds, on aurait beaucoup plus de mal à faire de l'innovation dans le domaine de la blockchain, alors qu'on sait que c'est un besoin, c'est une réponse à un besoin réel, la décentralisation, à un besoin de transparence que notre société a et doit avoir dans les années qui viennent. On s'arrêtera là, et si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient la chaîne, et je vous mets la vidéo de la quotidienne d'hier, si jamais vous l'avez loupé, vous allez voir, c'est très important et intéressant de comprendre justement la notion de psychologie qui a été abordée dessus, et je vous dis à tout à l'heure ou demain pour une nouvelle vidéo.